StudyGate Digital Learning Technologies. Syndrome coronarien aigu. Alors on va commencer le cours d'abord par un rappel nosologique sur la maladie coronaire. Alors la maladie coronaire, elle est due à la formation au niveau des artères coronaires des plaques athéromateuses. Bien sûr, avec l'âge, avec les facteurs de risque. Alors cette plaque athéromateuse a tendance à obstruer au fur et à mesure les artères coronaires. Et elle peut se compliquer, notamment de rupture ou de fissuration au cours de son évolution. Alors si la plaque reste stable, on parle plutôt de longueur stable. Donc c'est longueur d'effort, c'est-à-dire une douleur thoracique qui apparaît à l'effort de type angineuse et qui disparaît après l'arrêt de l'effort. Par contre, dès que la plaque se complique, donc fait l'objet de phénomènes de rupture ou d'érosion, il y aura une agrégation plaquettaire et formation de thrombus endoluminaux parce que le contenu lipidique de la plaque il est thrombogène, riche en facteurs tissulaires. Donc il y aura une aggravation brutale du niveau d'obstruction de l'artère coronaire. Et dans ce cas, on parle des syndromes coronariens aigus. Donc la caractéristique des syndromes coronariens aigus, c'est qu'ils sont la manifestation clinique d'une plaque compliquée, mais qui a longueur stable. Et bien sûr, les syndromes coronariens aigus, il y a plusieurs entités. Donc il y a les syndromes coronariens aigus ST-, c'est-à-dire sans susdécalage permanent de segment ST, et les syndromes coronariens aigus avec susdécalage permanent de segment ST. Donc pour les syndromes coronariens aigus ST-, il y a deux sous-entités. Alors d'abord pour le syndrome coronarien ST-, il faut savoir que le thrombus endoluminal, il n'est pas 100% obstructif. Donc la circulation coronaire, elle est maintenue. Donc l'artère coronaire coupable, elle reste quand même perméable. Et dans le syndrome coronarien ST-, il y a deux éventualités. Soit le thrombus, donc yabqa, l'ebesali, donc il obstrue partiellement l'artère coronaire sans embole à distance. Dans ce cas, il n'y aura pas de nécrose myocardique en distalité. On parle donc de longueur instable, donc les troponines sont négatives. La deuxième éventualité, c'est que le thrombus endoluminal qui est partiellement obstructif va se fragmenter et va envahir des emboles en distalité. Donc il y aura des occlusions au niveau des artérioles et donc il y aura une nécrose myocardique au niveau des régions sous-endocardiques qui sont les régions les plus distales. Et dans ce cas, on parle donc d'infarctus de myocarde sous-endocardique, et il faut savoir que dans ce cas, il n'y aura pas de formation d'endoculs de nécrose, mais qui m'a fait ST+. Ce type d'infarctus du myocarde, il s'appelle donc infarctus sans endoculs. Donc, pour ST-, on résume, il y a deux sous-entités. Si les troponines sont négatives, c'est longueur instable, il n'y a pas de nécrose, il n'y a pas d'embole, il n'y a pas de nécrose myocardique. Et si les troponines s'élèvent, dans ce cas, c'est un infarctus du myocarde sous-endocardique. Il n'y a pas de formation d'endoculs, donc c'est un infarctus sans endoculs. Deuxième entité de syndrome coronarien aigu, c'est le syndrome coronarien ST+, donc susdécalage persistant de segment ST. Dans ce cas, la physiopathologie il est facile à comprendre. Le thrombus, il est totalement obstructif. Donc l'occlusion, elle est totale. Et dans ce cas, l'infarctus du myocarde, il est transmural, c'est-à-dire à partir des régions sous-endocardiques vers les régions sous-épicardiques. Donc toute l'épaisseur du myocarde, elle est nécrosée. Bien sûr, selon les territoires de l'artère. Et dans ce cas, donc pas d'intérêt de parler de la troponine qui serait bien sûr positif. Une remarque, donc dans certains cas, le thrombus, il est initialement totalement obstructif, donc on assiste à un susdécalage de segment ST, mais par chance, donc la fibrinolyse va dissoudre donc le thrombus. Il y aura donc une restauration du flux coronaire, donc le susdécalage va disparaître. Dans ce cas, donc c'est un syndrome coronarien aigu
qui n'est pas avec sus-décalage persistant, donc c'est un sus-décalage transitoire de ST, donc يدخل في syndrome coronarien ST-. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait que l'évolution donc d'une plaque d'athérome soit plutôt vers l'angor stable de repos ou vers un syndrome coronarien aigu? Bien sûr, d'abord la nature de la plaque. Il faut savoir que la plaque d'athérome qui est jeune, donc vient donc de se former, est une plaque vulnérable. Donc c'est la plaque la plus exposée au développement de syndrome coronarien aigu. Donc généralement, elle est jeune, inférieure à 1 mois. Les caractéristiques donc de cette plaque vulnérable, donc qui est exposée aux ruptures et à la fissuration, c'est une chape fibreuse fine d'abord et un large cœur lipidique. Les cellules musculaires lisses, ils sont faiblement concentrées. Par contre, les macrophages et les autres cellules inflammatoires sont en forte concentration. Donc, on a les 4 critères de la plaque d'athérome instable qui est vulnérable, qui expose au syndrome coronarien aigu. Il faut l'apprendre. Par contre, donc, la plaque d'athérome qui est vieillie, donc qui a une chape fibreuse épaisse, donc elle sera plutôt symptomatique d'angor stable. Et bien sûr, il y a donc des facteurs déclenchant des complications de la plaque, donc de la rupture ou de l'érosion. Par exemple, un pic hypertensif, donc c'est un facteur mécanique, une tachycardie, parfois donc les vasospasmes, parfois donc des traitements. Donc on a les facteurs qui vont déstabiliser la plaque. Alors maintenant, il faut savoir qu'il y a d'autres étiologies de syndrome coronarien aigu à part l'athérome. Donc l'athérome, c'est 95% à peu près. Il y a donc 5% des cas où le syndrome coronarien aigu survient en absence d'athérome. Donc il faut apprendre ces étiologies. D'abord, on a les troubles de l'hémostase, déficit en protéine C ou protéine S, les inhibiteurs de la coagulation, la thrombocytémie essentielle, l'hyperhomocysténémie. On a aussi donc les anomalies congénitales des coronaires, les artérites non athéromateuses, qui est la syphilis, la maladie Takayasu, le Kawasaki, le lupus, la polyarthrite rhumatoïde. On a aussi comme étiologie les embolies coronaires, donc qui peuvent se former suite à un rétrécissement aortique calcifié, donc c'est des embolies calcaires, ou bien suite à une endocardite donc infectieuse, puis le traumatisme des artères coronaires. Et il faut savoir donc que aussi la dissection aortique peut être une étiologie donc du syndrome coronarien aigu. Elle peut se compliquer, notamment la dissection aortique de type A, suite au prolongement de la dissection sur le tronc d'une artère coronaire, ou bien par compression d'une coronaire par un hématome aortique. Donc, les étiologies donc, des syndromes coronariens aigus en dehors de l'athérome. Donc, si on récapitule maintenant les syndromes coronariens aigus, donc 2 entités. On a le syndrome coronarien aigu sans sus-décalage persistant du segment ST. Selon la troponine, si les troponines sont négatives, donc c'est plutôt un angor instable. Si les troponines sont positives, c'est un IDM sans onde Q ou IDM sous-endocardique. Donc, quelles sont les anomalies électrocardiographiques dans ce cas? On peut assister donc à un sus-décalage transitoire de ST, qui m'a connu être le ST-, ou bien carrément un sous-décalage de segment ST, ou des anomalies isolées de l'onde T, ou parfois un ECG normal. Bien sûr, lorsque la douleur elle est typique. Donc, une douleur typique, c'est une douleur thoracique d'allure angineuse, survenant de nouveau de manière prolongée ou aggravant une douleur déjà préexistante. La deuxième entité, donc le syndrome coronarien aigu avec sus-décalage persistant de segment ST. Dans ce cas, on parle de sus-décalage significatif à partir donc, de 0,2 mV dans les dérivations précordiales de V1 à V3 surtout, et uniquement supérieur à 0,1 mV dans les autres dérivations. Mais il faut que le sus-décalage soit présent au moins dans 2 dérivations contiguës concordantes. Dans ce cas donc, c'est synonyme de l'IDM avec onde Q, et on ne parle pas donc de troponines qui seront bien sûr positives. Alors, on va commencer dans cette première partie avec le syndrome coronarien aigu ST-. Donc, qui m'a dit le syndrome coronarien ST-, il associe une douleur thoracique suggestive d'angor et des anomalies électrocardiographiques
sauf le sus-décalage persistant du segment ST à l'ECG. Donc il faut savoir que sans traitement, l'évolution naturelle de ST-, c'est vers un syndrome coronarien ST+, donc vers l'IDM avec onde Q. Donc il faut intervenir à ST-, à la plaque. Elle est partiellement occlusive, donc elle est totalement occlusive, bien sûr. Cliniquement, la douleur thoracique, alors elle est angineuse, donc typique dans certains cas, donc siège rétrosternal, en barre. Elle peut irradier vers les deux membres supérieurs, les mâchoires, parfois dans le dos. Elle est constrictive et la durée, elle peut être, dans ce cas, supérieure à 20 minutes, donc dans ce cas suggestif, donc de ST- trop au plus, ou inférieur à 20 minutes, dans ce cas, donc, en faveur de longueur instable. Est-ce qu'elle cède ou ne cède pas à la trinitrine? Alors, il faut savoir, donc, quand j'ai de question, que oui, elle peut céder à la trinitrine, mais pas toujours. Bien sûr, donc, qui marque dans le cours de l'eau thoracique, il y a les douleurs angineuses atypiques, surtout chez les diabétiques, les insuffisants rénales chroniques, les sujets âgés et femmes aussi. Donc, parfois siège épigastrique, parfois la douleur elle est limitée aux irradiations au niveau du membre supérieur gauche. Parfois, la douleur elle est absente, mais elle est remplacée par une bloc-pnée d'effort ou bien des palpitations. Parfois, donc le syndrome coronarien ST-, la présentation initiale, elle est devant une complication, donc une insuffisance ventriculaire gauche ou bien un trouble de rythme ou trouble de la conduction. Donc attention. Alors, le ST-, donc qui m'a dit la femme à longueur instable et l'IDM sans onde Q. Alors, le longueur instable, donc qui est défini par l'absence d'élévation de troponie, dans ce cas, femme à 5 entités, il faut les apprendre. Longueur de repos, donc c'est un longueur spontané, donc en dehors de l'effort. Durée donc supérieure à 20 minutes, qui est régressif spontanément ou après absorption de trinitrine, donc c'est trinitro-sensible. Deuxième entité, donc longueur de nouveau, donc c'est un longueur d'effort et qui est inaugural, apparu récemment, donc aqal min shahr, et qui est d'emblée sévère. Troisièmement, longueur crescendo, donc c'est une aggravation récente d'un longueur jusque-là stable, donc que ce soit un longueur d'effort ancien mais qui survient depuis pour des efforts de moins importants ou qui cède plus lentement après l'arrêt de l'effort ou après prise de trinitrine, donc c'est longueur crescendo. Quatrièmement, longueur post-infarctus de myocarde, donc apparaissant dans le mois suivant la constitution de l'infarctus. Et dernière entité, c'est longueur de Prince-Métal qui survient de manière caractéristique chez les sujets jeunes ou les toxicomanes ou chez les femmes enceintes, donc surtout la deuxième moitié de la nuit. C'est généralement à heure fixe. Donc la durée, elle est généralement de 15 à 20 minutes. Le mécanisme physiopathologique, c'est un spasme coronaire. Donc c'est surtout un spasme d'une coronaire de gros calibre, donc d'un tronc, et qui peut se traduire à l'ECG, donc d'un sus-décalage du segment ST. Mais dans ce cas, c'est totalement régressif après administration de la trinitrine. Donc c'est un test thérapeutique important. Mais il faut savoir donc que longueur de Prince-Métal, il expose au risque donc de mort subite par trouble de rythme. Le traitement de longueur de Prince-Métal, c'est les inhibiteurs calciques et les dérivés nitrés. Dans ce cas, les bêta-bloquants, attention, ils sont contre-indiqués. Donc c'est une contre-indication absolue. Alors, sur le plan pratique, donc, si on a un patient qui consulte pour une douleur thoracique d'allure angineuse, donc un ECG 12 dérivations doit être fait dans les délais de 10 minutes. Donc 10 minutes, c'est le temps maximal pour faire un ECG. Dans ce cas, en cas de syndrome coronarien aigu ST-, on peut assister soit à un sous-décalage ST qui est généralement horizontal ou descendant, donc supérieur à 1 mm dans 2 dérivations contiguës. C'est l'anomalie la plus caractéristique, donc ça traduit une lésion sous-endocardique, soit un sus-décalage donc de ST qui est horizontal ou convexe vers le haut. Dans ce cas, on refait l'ECG dans 10 minutes
et on donne la trinitrine. Et si c'est régressif, c'est plutôt un ST-, donc c'est pas un ST+, parce que le sus-décalage de segment ST n'est pas persistant. Donc, soit un ST-, soit un Angor de Prince-Métal, on va voir par la suite. On peut voir aussi des anomalies de l'onde T, donc des grandes ondes T qui sont négatives. Et il faut savoir donc que des ondes T négatives, profondes et symétriques dans les dérivations antérieures, ça oriente vers une sténose sévère de l'artère interventriculaire antérieure. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'IVA. Et parfois, donc, on trouve un ECG qui est normal. Et si on trouve un ECG normal, donc les 12 dérivations en paire critique, dans ce cas, il faut faire systématiquement les dérivations postérieures, donc V7, V8, V9, et les dérivations droites. Donc si l'ECG paire critique est strictement normal, le diagnostic donc de syndrome coronarien aigu est éliminé avec une très forte probabilité. À la khater, fait le cascade ischémique, il faut se rappeler que les modifications électriques, elles précèdent toujours la douleur. Par contre, l'ECG post-critique, bien sûr, on peut avoir un ECG normal. Alors, dans ce cas, bien sûr, il faut faire le dosage des troponines. Donc, que ce soit les troponines ultra-sensibles ou bien les troponines hypersensibles. Ultra-sensibles, généralement, on fait le premier point de troponine, le deuxième point après 6 heures. Hypersensible, généralement, le deuxième point, c'est après 3 heures. Donc, là, on a un mot sur la troponine. Il faut savoir donc, que la troponine, c'est des biomarqueurs de la nécrose myocardique qui sont généralement spécifiques, mais l'inconvénient, c'est l'ascension, elle est un peu tardive. Généralement, après la 4e heure, parfois après la 6e heure. Les pics, c'est à 12 heures. Et le deuxième inconvénient, c'est qu'elle reste positive pendant presque 15 jours. Troisième inconvénient aussi, on peut avoir donc des troponines positives dans plusieurs autres cas. Donc c'est les faux positifs, qui au cours de la dissection aortique, au cours donc de l'embolie pulmonaire déjà, au cours des affections inflammatoires, qui m'a la myocardite, au cours donc de Takotsubo, au cours d'une insuffisance rénale aiguë ou chronique, au cours d'une insuffisance cardiaque, une poussée hypertensive, une tachy ou bradyarrhythmie. Donc plusieurs faux positifs, il faut les considérer. Donc si le premier point de troponine est positif, dans ce cas, c'est un ST- avec troponine positive, donc il faut admettre le patient dans une unité de soins intensifs coronaires, donc à l'USIC. Si les troponines donc sont initialement négatives, on complète généralement par un deuxième point de troponine. À la khater donc, nous chauffons donc le patient dans les premières heures de la douleur. Dans ce cas, qui me la troponine, négative, donc c'est faussement rassurant. Par contre, si le deuxième point de troponine est négatif, donc on s'assure qu'il n'y a pas de nécrose myocardique, donc c'est un Angor instable. Dans ce cas, on peut voir le patient à la consultation externe, bien sûr en lui donnant une ordonnance donc, de traitement anti-ischémique. Par contre, si le deuxième point, donc troponine, ça devient positif, dans ce cas, donc c'est un syndrome coronarien ST- avec nécrose myocardique, kiff, donc il faut admettre le patient à l'USIC. Alors, quelles sont dans ce cas les mesures thérapeutiques à l'USIC? Donc, bien sûr, toujours des fibrillateurs à proximité. Donc, la mortalité fait syndrome coronarien aigu et il est dominé par les troubles de rythme. Donc, surtout au cours de la première heure. Des fibrillateurs toujours à proximité. Donc, mise en condition, le repos au lit, l'abord veineux, donc un bilan complet, oxygène si saturation à calme 90 et bien sûr le scope et le monitorage. Alors, le traitement médicamenteux à la phase aiguë, donc l'aspégique, donc 250 mg en IVD, quotidiennement aspégique 500, un quart comprimé, ou bien aspégique sachet 100, un sachet par jour. Le clopidogrel, une dose de charge de 300 ou 600 mg, donc une centre, donc ça fait 4 comprimés ou 8 comprimés. Mais attention, chez les sujets âgés supérieurs à 75 ans, généralement on ne donne pas de dose de charge. Puis la dose quotidienne, c'est 75 mg par jour, donc un comprimé par jour. Les HBPM, donc l'inoxaparine, le traitement anticoagulant, sous-cutané, bien sûr,
1 mg kg 2 fois par jour. Après le traitement anti-agrégant ou le traitement anticoagulant, donc on a le traitement anti-ischémique, on a surtout le bêta-bloquant, donc athénolol ou ténorbine 50 mg par jour, donc en visant une fréquence cardiaque à 50 à 60 par minute. Et les dérivés nitrés, le Risordan à la pause seringue électrique 2 mg par heure. Mais ce n'est pas systématique, donc. Mais attention à la pression artérielle, donc on doit avoir une systolique supérieure à 100 mm de mercure. On a aussi les statines à forte dose, donc l'atorvastatine 80 mg par jour, et ceci quel que soit donc le bilan lipidique. L'intérêt des statines pour le syndrome coronarien aigu, c'est plutôt la stabilisation de la plaque d'adhérence. Ce n'est pas l'intérêt sur le bilan lipidique. Si le traitement anti-ischémique il est insuffisant, donc la douleur elle persiste, on peut donc ajouter un inhibiteur calcique, donc le verapamil ou bien le diltiazem, qui est associé au bêta-bloquant. Mais attention aux contre-indications des bêta-bloquants, donc notamment l'asthme, un BAV donc de haut degré ou bien une bradycardie extrême. Dans ce cas, donc les bêta-bloquants, bien sûr, sont contre-indiqués et on peut donner uniquement un inhibiteur calcique. Par contre, en cas d'insuffisance cardiaque congestive ou bien en cas de signe annonciateur de choc, donc si on a des râles crépitants ou bien une tachycardie majeure, dans ce cas, les bêta-bloquants mais aussi les inhibiteurs calciques sont contre-indiqués à la khatra عندهم l'effet inotrope négatif. Donc après le traitement médicamenteux, bien sûr, il faut procéder à la stratification de risque. Donc c'est la partie la plus importante de la prise en charge du syndrome coronarien STMA. Alors bien sûr, donc pas de thrombolyse. On parle jamais de thrombolyse STMA. Même si donc on a un infarctus de myocarde sans onde Q, à la khatra donc le risque hémorragique est supérieur au bénéfice. Alors, la stratification de risque, ça concerne la stratégie invasive. Donc, وقتاش باش نعملوا la coro qui sera éventuellement associée à une angioplastie transcutanée. Donc, il y a 3 catégories de patients. Il y a les patients qui sont instables, donc à très haut risque, qui présentent un angor réfractaire au traitement médical, donc au traitement anti-ischémique optimal, il est fait bêta-bloquant, dérivé nitré ou najmonzido, l'inhibiteur calcique, ou bien chez des patients qui ont une récidive angineuse avec changement dynamique du segment ST ou des ondes T, ou bien chez des patients qui présentent des troubles de rythme ventriculaire graves, donc que ce soit tachycardie ventriculaire répétée, ou bien une fibrillation ventriculaire. Et dernièrement, chez les patients qui sont instables sur le plan hémodynamique, donc qui ont une insuffisance cardiaque aiguë, donc OAP, avec une tachycardie sinusale importante ou état de choc. Chez ces patients, donc, il faut faire une coronarographie dans les 2 heures. Et en fonction de lésion, on va décider donc d'une angioplastie plus stent ou bien un pontage aortocoronarien ou bien un traitement médical. Deuxième catégorie des patients, c'est les patients à haut risque. Donc, c'est des patients qui ont un score de Grace, donc un score de Grace élevé, c'est-à-dire supérieur à 140. Donc, dans ce cas, si le score de Grace est supérieur à 140, c'est généralement une mortalité hospitalière à la phase aiguë supérieure à 3%. Donc, juste, je rappelle les catégories de risque du score de Grace. Donc, le score de Grace est faible, si inférieur ou égal à 108, intermédiaire si mabine 109 ou 140. Donc, c'est à partir strictement supérieur à 140, on parle de score de Grace élevé. Donc, et c'est à haut risque. Ou bien si on a des modifications donc, du segment ST, des modifications dynamiques, mais sans douleur thoracique. Ou bien si on a des troponines positifs, dans ce cas, il faut faire la coro dans les 24 heures. Troisième catégorie des patients, c'est les patients à risque intermédiaire. C'est-à-dire, soit le terrain il est diabétique, ou bien insuffisance rénale chronique, donc clairance inférieure à 60 ml par minute, ou bien des patients qui ont des antécédents, d'angioplastie dans les derniers 6 mois, ou bien qui présentent un angor post-infarctus, ou bien qui ont
des antécédents de pontage aortocoronaire, ou à l'échographie on a FEVG inférieur à 40%, ou si le score de Grace il est intermédiaire, donc entre 109 et 140. Dans ce cas, c'est une choro dans les 72 heures. Dernière catégorie des patients, c'est les patients à faible risque, c'est-à-dire on n'a aucune récidive douloureuse sous traitement médical au cours de l'hospitalisation, pas de modification de l'ECG, pas d'élévation des troponines et pas de complications. Donc on va faire un test d'ischémie avant la sortie du patient, que ce soit une épreuve de force ou bien écho de stress ou bien une scintille myocardique, d'abord sous traitement, puis s'il n'y a pas d'anomalie, donc on va faire un test d'ischémie sans traitement, surtout chez les sujets jeunes, et si c'est totalement négatif, donc on exclut l'insuffisance coronaire. Donc c'est très important de faire ça, à la khater c'est généralement des malades jeunes. Donc si on va étiqueter une insuffisance coronaire, on va les mettre sous traitement à vie, donc ce qui serait un peu abusif. Donc avec Alèche, on peut se permettre de faire une épreuve de force sans traitement pour exclure éventuellement l'insuffisance coronaire. Bien sûr, à la moindre anomalie, fait test d'ischémie, on va faire une choro programmée généralement, pas en urgence, avec ou sans une ATC. Bien sûr, la prise en charge au long cours, à la sortie de l'hôpital, le traitement basique, bêta-bloquant hypotène, donc 101 comprimés par jour, l'aspirine et le clopidogrel, donc double anti-agrégation aqal haja pendant un an, s'il n'y a pas de contre-indication majeure, bien sûr. La statine, donc atorvastatine, 81 comprimés par jour à vie. Inhibiteur de l'enzyme de conversion, donc captopril, 50, 1 comprimé x3 par jour. Et le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire. Bien sûr, l'arrêt du tabac est systématique, surtout quand hatina stent. Équilibration du diabète avec objectif hémoglobine glycée inférieur à 7%. Équilibration d'HTA objectif inférieur à 14,9. Objectif LDL cholestérol donc inférieur à 0,7 g par litre ou diminution 50%. Et activité physique donc d'endurance généralement 30 minutes 3 fois par semaine. Et généralement on revoit le patient à la consultation au bout d'un mois. StudyGate, Digital Learning Technologies.